On se retrouve aujourd'hui pour l'explication linéaire d'un des poèmes d'Arthur Rimbaud, Le Dormeur du Val. Philippe Solers qualifie Arthur Rimbaud de génie adolescent. Cahier de Douai est un recueil de jeunesse. En 1870, Rimbaud a 16 ans. L'homme aux semelles de vent, comme le surnommera Paul Verlaine plus tard, fugue à plusieurs reprises. Durant ses vagabondages, il écrit 22 poèmes. Il le recopie à Douai sur 2 liasses de feuilles d'écolier. Une première comportant 15 poèmes, une seconde avec 7 sonnets, alors qu'il s'est réfugié chez son professeur de rhétorique, Georges Isambard. C'est à Paul de Meuny, poète et éditeur, qui confie ces poèmes, qui seront publiés 18 ans plus tard, sans que Rimbaud le sache. Voici sans doute l'un des sonnets les plus célèbres de Rimbaud, Le Dormeur du Val. Le poème décrit un paysage paisible, coloré, sublime. Et au cœur de cette nature vivante se trouve un soldat qui semble se reposer. Mais le dernier vers introduit brusquement la tragédie dans ce tableau champêtre. Ce dormeur est un jeune soldat, tué au combat, et témoigne de l'atrocité de la guerre. Ainsi, nous nous demanderons comment Rimbaud, à travers la peinture d'un décor des plus agréables, dénonce la guerre. Pour ce faire, nous étudierons le poème selon 4 parties. Dans la première, nous observerons le cadre idyllique des vers 1 à 4, l'apparition du soldat des vers 5 à 8, un dormeur étrange des vers 9 à 11 et enfin la chute du poème des vers 12 à 14. Débutons tout d'abord avec le premier mouvement, le cadre idyllique des vers 1 à 4. Le premier vers plonge le lecteur dans un locus amoenus, donc c'est un terme qui permet de désigner un lieu agréable, dans un décor qui semble enchanteur. La métaphore, trou de verdure du vers 1, décrit le Val comme un endroit isolé, un cocon protégé des regards, presque pourrions-nous dire comme un paradis perdu. La rivière apparaît comme un être vivant, évoluant au cœur du Val, grâce à la personnification, chante une rivière. Cette mélodie est accentuée par l'enjambement, chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons, des vers 1 à 2, qui, par sa fluidité, rappelle l'écoulement de l'eau. Le soleil illumine véritablement ce premier quatrain. Le champ lexical de la lumière, haillons, argent, soleil, lui, vers 2, 3 et 4, ainsi que les 2 rejets, d'argent et lui, installent la lumière au cœur du décor. Rimbaud fait du paysage un véritable tableau. Le trou de verdure du vers 1 laisse entendre que le vert est dominant sur cette toile. À cela s'ajoute un jeu entre l'ombre, suggérée par le trou, la montagne, et les effets de lumière que nous venons de relever. La métaphore mousse de rayons du vers 4 suggère plusieurs interprétations. En premier lieu, les sonorités en OU et en S miment la douceur du soleil. De plus, la mousse peut être celle qui se trouve au pied des arbres. Elle crée ainsi un écho avec le trou de verdure du vers 1, replaçant le vert au centre du paysage. Enfin, elle est associée au soleil, ce qui permet une union entre la nature et la lumière, entre le ciel et la terre. Continuons notre explication par le deuxième mouvement, l'apparition du soldat des vers 5 à 8. L'accent est véritablement porté sur la jeunesse du soldat, dans la mesure où l'adjectif « jeune » est le premier à apparaître. Un soldat jeune. La place de l'adjectif est surprenante. Nous aurions dû lire « un jeune soldat ». Cette anastrophe, donc une anastrophe, c'est l'inversion de l'ordre habituel des mots, insiste particulièrement sur son âge. Une fois que le lecteur découvre la chute du poème, il comprend que derrière cet adjectif se cache une dénonciation de la guerre qui ôte, injustement, la vie à la jeunesse. L'énumération du vers 5, jeune, virgule, bouche ouverte, virgule, tête nue, décrit un soldat qui se laisse aller au repos. L'enjambement et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, au vers 6, semblent peindre un repos des plus agréables au sein de la nature. Le rejet d'or, vers 7, met en valeur le sommeil du soldat. Toutefois, dès ce même vers, nous pouvons nous interroger. Le cresson est une plante qui possède une odeur très particulière. Le jeune homme, pourtant, ne paraît pas gêné par celle-ci. Un doute s'installe ainsi quant au bien-être du soldat, doute qui perdure dans le vers 8. En effet, l'adjectif pâle, qui se trouve en tête de vers, n'est pas très rassurant. Le substantif lit rassure le lecteur et le met à nouveau sur la piste du sommeil. La nature, effectivement, crée par sa végétation un lit au soldat. Elle lui offre le repos. Cependant, il est possible de voir déjà une ressemblance entre la forme du lit et celle d'un cercueil. De même, la personnification de la lumière, où la lumière pleut, est à observer.
Tout d'abord, nous pourrions suggérer que le poète nous offre une synesthésie, en mêlant trois sens. Donc la synesthésie, je le rappelle, c'est la confusion des sens. Il mêle donc le sens de la vue, avec la lumière, de l'ouïe et du toucher, avec la pluie. L'allitération en L, lit, lumière, pleut, suggère d'ailleurs le bruit de la pluie qui tombe. Il est possible également de dire que la lumière associée à la pluie forme un halo, éclairant le personnage comme s'il était un ange ou une créature divine. Passons à notre troisième mouvement, un dormeur étrange des vers 9 à 11. Plusieurs indices dans le premier tercet confirment l'inquiétude qui a gagné le lecteur dès le vers 7. En premier lieu, les fleurs évoquées au vers 9 sont des glaïeuls. Plante très symbolique, le glaïeul était utilisé par les gladiateurs durant l'Antiquité, représentant la force, la victoire, mais aussi la mort. Effectivement, ces fleurs sont souvent posées sur les tombes. Ainsi, sa présence au pied du soldat est un élément qui peut nous préparer à la chute du sonnet. De même, la répétition du verbe dormir peut nous interpeller. Pourquoi Rimbaud insiste-t-il sur son sommeil ? Il nous livre des indices afin de nous mettre sur la piste de la mort du soldat, mais en même temps, il y a une volonté de nous faire douter. La comparaison souriant comme sourirait un enfant malade en est un parfait exemple. Le sourire du soldat est comparé au sourire d'un enfant malade, c'est-à-dire un sourire à peine existant ou forcé. Ne serait-ce pas également une façon d'évoquer le sourire figé, le rictus de la mort, que présentent certains cadavres ? L'euphémisme, il fait un somme, cependant rassure le lecteur. Le dernier vers du tercet évoque la nature qui est personnifiée comme l'indique la majuscule. Rimbaud s'adresse à elle et exige son réconfort, en témoigne l'impératif berceleux. Elle apparaît comme dans Ma Bohème, telle une mère. Ici, elle favorise l'endormissement du soldat en le berçant contre elle. Néanmoins, l'antithèse chaudement froid montre que malgré son aspect protecteur, la nature ne peut plus rien pour le dormeur du Val, dont le corps froid annonce sa mort. Terminons par le quatrième et dernier mouvement, la chute du poème des vers 12 à 14. Le dernier tercet s'ouvre sur une négation totale. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Vers 12. L'allitération en F, parfum, fond, frissonner, mime le bruissement du vent. Néanmoins, alors que le poète sollicite nos sens depuis le début du sonnet, il indique qu'une personne est imperméable à ce jeu sur les sensations, le dormeur du Val. Dans le vers 12, le verbe dormir apparaît pour la troisième fois, mais accompagné cette fois-ci d'un complément circonstanciel de lieu, dans le soleil. Cette formulation est étrange. Il ne dort pas sous, mais dans le soleil. S'agit-il d'une métaphore du paradis ? Tel le Christ, le dormeur monte-t-il au ciel ? La position du soldat, la main sur la poitrine, ainsi que le rejet de l'adjectif tranquille rendent compte de son immobilité. La révélation de sa mort a lieu dans le vers 14. L'euphémisme il a 2 trous rouges au côté droit montre qu'il est mort au combat. Cette chute invite à relire tout le sonnet et à percevoir les indices que Rimbaud avait laissés au fil du poème. Le titre, tout d'abord, peut être lu comme « Le dort meurt du Val ». Donc le dormeur en 2 mots, le verbe dort, dormir, et le verbe mourir, meurt, le dormeur du Val. Le trou de verdure, de plus, peut renvoyer au trou rouge du vers 14, mais aussi au trou creusé afin d'enterrer le corps du soldat. Ce dernier vers dévoile l'objectif du sonnet, dénoncer la guerre et ses jeunes victimes. Pour conclure, Le dormeur du Val est un poème qui demande plusieurs lectures. En effet, la chute du vers 14 invite à chercher les mots, les formules à double sens qui dévoilaient dès le premier vers la mort du soldat. Le décor idyllique dans lequel se trouve le dormeur rend la dénonciation d'autant plus efficace, car il crée un contraste saisissant entre la beauté de la nature et l'horreur de la guerre. Cette critique de la guerre occupe plusieurs poèmes des dormeurs du Val, et en particulier le sonnet Le Mal, où Rimbaud évoque la mort de milliers d'hommes alors que le ciel est d'un bleu éclatant.